Voilà comment nous allons procéder. C'est-à-dire, il y aura le premier intervenant, l'orateur du jour principal, le pasteur pharmacien Jean-Sébastien Kenge-Boateke. Et quand il aura à exposer ce qu'il aura à exposer, parce que nous sommes là pour ça, nous ferons intervenir après lui le deuxième intervenant, c'est-à-dire le docteur Bossi Kingoy de PNMLS. Il est le secrétaire exécutif national, ou le secrétaire national exécutif. C'est ce qui est important. Et il nous parlera du rôle des communautés dans la lutte pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030. Donc quand même parler de cette confession qui nous reçoit. Et comme le Sacré Bureau jusque-là est représenté par le révérend Maurice, qui est chargé de l'implantation au niveau national, notre confession, Église non dénominationnelle, nous sommes représentés aujourd'hui par les vice-présidents nationaux et nous ne pouvons pas nous en passer sans qu'ils nous disent quand même ce que nous sommes. Et voilà, le vice-président est là, c'est dans la personne de Bishop Abraham Djamba Chako. Nous aurons les docteurs Étienne Mpoyi. Il est de l'Organisation mondiale de la santé. Chers invités à vos titres et qualités, bonjour. Nous sommes vraiment dans la joie, en tant que confession religieuse, de vous recevoir en séjour et surtout de l'honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. Je voudrais vous parler des églises non dénominationnelles du Congo. Les églises non dénominationnelles du Congo sont une confession religieuse de par un arrêté ministériel depuis 2021. Au mois de juillet. Et notre vision, c'est la propagation de la bonne nouvelle par la communion des serviteurs de Dieu et du corps de Christ. Comme le pasteur Maurice a dû le dire à l'introduction, nous sommes ouverts à toutes les confessions religieuses ou alors toutes les églises qui sont dans la vérité, que nous poursuivons en nous étant mis ensemble comme confession religieuse. Le premier objectif, c'est évangéliser les nations, selon la mission que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnée dans le livre de Matthieu 28, 19 et 20. C'est l'évangélisation des nations. Nous voulons porter la bonne nouvelle aux nations pour que tout homme puisse profiter de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le deuxième objectif, c'est promouvoir l'unité et la communion dans le corps de Christ.
En tout cas, nous nous sommes donné les moyens de pouvoir travailler à cela. Rapprocher les serviteurs de Dieu et leur montrer que c'est en étant dans l'unité que nous confirmons que Dieu a envoyé Jésus-Christ ici sur la terre, selon le livre de Jean, chapitre 17. Le troisième objectif, c'est porter le message de paix et de réconciliation dans la société. La réconciliation entre les hommes, la réconciliation entre les différentes couches sociales, la réconciliation entre les institutions, et ainsi de suite. Le quatrième objectif, c'est assurer les bons rapports entre les trois institutions divines. Les trois institutions divines, c'est d'abord la famille. Quand Dieu a créé l'homme, il s'est exprimé en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce passage est utilisé souvent uniquement pour les conjoints, les mariages, mais il peut être compris d'une manière plus large encore, parce que la parole de Dieu a des profondeurs que nous ne soupçonnons pas. Il a créé la famille, institution divine. La deuxième communauté, c'est l'État, institution étatique. Lorsqu'il a sauvé l'humanité après le déluge et qu'il a institué la peine de mort pour punir ceux qui commettaient le mal et qui voulaient détruire les hommes, qui versaient le sang, c'est l'institution étatique. La troisième institution, c'est l'Église. Et donc, ces trois grandes institutions divines doivent vivre en harmonie. Parce que si elles ne vivent pas en harmonie, eh bien, la société va être détruite. Alors, le cinquième objectif, c'est participer au développement national et à la lutte contre l'ignorance, la pauvreté, l'injustice et les inégalités. Le sixième objectif, c'est représenter les églises non dénominationnelles du Congo. C'est de parler en lieu et place des églises non dénominationnelles du Congo. C'est apporter notre soutien à toutes les églises membres et de les appuyer en toutes circonstances. Et donc, vous êtes les bienvenus. Nous voudrions encore une fois rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver ensemble et communier pendant ces temps à travers les conférences qui sont données en ces jours sur la question de la santé. Nous vous remercions. Ok. Vraiment, nous sommes les églises non dénominationnelles du Congo, c'est-à-dire les églises qui ne se préoccupent pas des noms, des dénominations, mais qui voient le fond. Nous, c'est le fond qui compte, c'est pas la façade. C'est ça au moins, en bref, l'essence du non dénominationnel. C'est pas que, comme on dit à Lingala, l'église est en Congo. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Congo, ils allaient parce que déjà là, c'est un nom. C'est une dénomination claire et nette. Quand le bishop sera là,
je ferai signe au modérateur de l'inviter encore pour nous briefer encore plus. Parce que moi, j'aime l'écouter quand il parle de ça. Et nous sommes organisés, nous avons un sacré bureau, le bureau qui coordonne la nation au niveau national. Nous avons des provinces, nous avons des églises qui fonctionnent dans toute la nation. Et Dieu a fait grâce, même à l'extérieur du pays, nous avons des communautés. En bref, nous sommes une confession œuvrant en RDC. Nous avons commencé ensemble avec toutes les autres confessions, catholiques, protestants et tous, dans les conseils interconfessionnels, lutte contre la santé. À l'époque, c'était CIC-SIDA. Et le SIDA, nous sommes donc une confession fondatrice de l'organisation des confessions religieuses. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes là, ça fait des années. Et Dieu aidant, nous continuerons à faire ce que Dieu nous donne comme charge à accomplir. Et nous pensons qu'avec son aide, nous arriverons. Nous arriverons à atteindre nos objectifs. Pour aujourd'hui, la parole ne sera pas monopolisée. Je vous remercie de votre attention. Notre confession elle a des détails. Je peux énumérer un petit point qui est intéressant. Nous avons notre représentation. Donc, une église non dénominationnelle du Congo, c'est une église indépendante. C'est-à-dire une église qui a un gouvernement qui ne dépend pas des autres hiérarchies. Un gouvernement qui est local, donc, qui est ici au Congo. Donc l'église ne dépend pas d'un gouvernement qui est en dehors du pays ou d'un autre gouvernement qu'elle-même. Cette église-là est déjà une église non dénominationnelle. Et nous en parlerons dans la suite. Pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés, apprenons quand même à encourager. Hein? Ah, ça c'est bien. Nous invitons le révérend pharmacien Jean-Sébastien Kenge Boateke. Définition du vrai médicament. Le vrai médicament est défini de la façon suivante. C'est-à-dire le médicament par présentation, toute substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives et qui lutte contre le charlatan. Médicament par fonction, c'est une réelle action pharmaceutique, immunologique ou métabolique. C'est la preuve scientifique de l'efficacité du médicament. Ici, chez nous, en RDC, tout médicament, avant d'entrer en circulation, il doit obtenir l'autorisation de l'ACOREP. Et cette autorisation passe par ce qu'on appelle les AMM, c'est-à-dire autorisation de mise sur le marché. Donc, tout médicament importé ou fabriqué localement doit avoir une autorisation de mise sur le marché, AMM, délivrée par l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP, créée par le décret numéro 20/002 du 6 mars 2020. Le but de AMM, c'est-à-dire assurer à la population que le médicament mis sur le marché à la disposition de la population, ce médicament est de bonne qualité pour soigner et pour guérir les personnes qui les consomment. Donc ça, c'est déjà une garantie pour les gens qui prennent ces médicaments. Quand ils savent que ce médicament a eu l'autorisation de mise sur le marché par la COREP,
ils doivent déjà être tranquilles, savoir que ces médicaments sont de bonne qualité. Définition des médicaments maintenant falsifiés et de qualité inférieure. Il y a la définition selon l'OMS. L'OMS, dans la 70e Assemblée, qui a eu lieu du 22 au 31 mars 2017 à Genève. Dans cette assemblée, on a donné donc la définition du médicament de qualité inférieure. Le médicament de qualité inférieure est un produit hors spécification. Il s'agit du produit autorisé, ne répondant pas aux standards de qualité ou à une spécification ou les deux. Ces produits n'ont pas été fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Les médicaments non enregistrés ou sans licence sont des produits qui n'ont pas été évalués ou approuvés par l'autorité de réglementation nationale ou régionale pour le marché sur lequel ils sont commercialisés, distribués ou utilisés sous réserve des conditions définies dans la réglementation et la législation nationale ou régionale. Donc ça, c'est la définition des médicaments de qualité inférieure. Toujours la définition des médicaments, cette fois-ci, c'est la définition des médicaments falsifiés de qualité inférieure. C'est toujours selon l'OMS. C'est un produit par lequel il y a une fausse présentation. Cette fausse présentation peut être délibérée. Elle peut être frauduleuse de son identité, de sa composition ou de sa source. Pour ce qui concerne l'identité, c'est-à-dire le contenu et le contenant, pour l'identité, on doit regarder l'emballage, on doit regarder l'étiquetage, on doit regarder le nom du produit, on doit regarder la composition, et on doit regarder aussi les dosages. Il faut qu'on regarde l'origine ou source du fabricant de ce produit, le pays de fabrication, le pays d'origine ou titulaire de AMM. Tout cela, c'est très important, puisqu'on sait qu'il y a certains pays qui se sont qualifiés vraiment pour faire certains produits qui sont faits, par exemple, pour l'exportation et non pour la consommation locale. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque si un produit n'est pas consommé à l'origine, on n'acceptera pas de le recevoir ici chez nous. Cycle de vie ou histoire du produit. Enregistrement et documents relatifs au circuit de circulation. Nota bene, il ne faut pas confondre les médicaments de qualité inférieure avec les médicaments génériques qui sont les copies autorisées des médicaments originaux. Donc, vous savez que quand on fabrique un médicament, il y a d'abord une formule chimique, et puis, après, il y a des médicaments qu'on appelle des spécialités. Alors, vous voyez que souvent les spécialités coûtent plus cher que les génériques, puisque les spécialités, on tient compte aussi de l'emballage. Et c'est pour cela que ça coûte plus cher que les génériques. Définition des médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Suite. Définition des médicaments contrefaits, par exemple, selon l'OMS, dans son assemblée de 70 mai 2017, il définit que les médicaments
contrefaits, ce sont des médicaments uniquement définis comme une atteinte au droit de la propriété intellectuelle, brevet, marque, dessin ou modèle. Quand une firme pharmaceutique fabrique un médicament, il doit demander le brevet pour ce médicament. C'est pour protéger ce médicament. Parfois, on fait une marque de ce médicament. Je me rappelle, puisque je suis un ancien de Pharmakina, on fabriquait la quinine. À un moment donné, la quinine avait vraiment été beaucoup appréciée. Alors, sur la quinine, on avait mis la marque Q. Alors, certains films, remarquant que cette quinine est très achetée par les malades, et aussi ils ont fabriqué leur quinine à eux. Alors, ils ont mis aussi les marques Q. Alors, pour éviter de se retrouver devant la fraude ou la contrefaçon, ils ont mis dessiné moustique derrière le comprimé. Alors, quand on posait la question, mais comment se fait-il que vous avez copié la marque de notre produit? Ils disent non, votre produit on a mis Q, mais chez nous, on a mis moustique. Et alors, quand il y a des malades qui viennent, par exemple, dans des pharmacies, ils disent, moi, je veux acheter la quinine seulement, là, on a mis Q. Ils donnent, mais alors qu'ils ont mis derrière moustique. Donc, c'est ça la contrefaçon. Donc, c'est une façon de frauder aussi. Je vais vous présenter ici un tableau que nous avons reçu concernant ces méfaits. On nous dit par exemple, en 1995, au Niger, il y a eu une épidémie de méningite. Plus de 50 000 personnes sont vaccinées avec des vaccins de mauvaise qualité. Sur les 50 000 personnes qui sont vaccinées, 2500 sont morts. C'est un chiffre énorme, c'est effrayant. Donc vous comprenez que les médicaments falsifiés de qualité inférieure, ce n'est pas différent que la bombe atomique qui tue des gens. Nous voyons par exemple à Singapour, en 2009, un médicament falsifié censé traiter les dysfonctionnements érectiles tue 11 personnes et provoque le coma chez 24 autres. Vous comprenez que les dysfonctionnements érectiles, c'est quelque chose de très important qu'il faut soigner pour l'harmonie familiale. Mais quand quelqu'un va aller prendre les médicaments, espérant qu'il va établir l'harmonie familiale dans sa maison, il meurt. Il y a de quoi s'inquiéter. Voilà pourquoi on est en train de lutter effectivement contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure, contre donc leur commercialisation, contre leur fabrication. Le troisième exemple, c'est en Chine. En 2009, un médicament pour traiter le diabète contenant 6 fois la dose thérapeutique entraîne 9 hospitalisations et 2 décès. En Inde, en 2013, 8000 personnes sont décédées au cours des 5 dernières années et raison de l'utilisation dans plusieurs hôpitaux d'un antibiotique sans principe actif, utilisé pour prévenir les infections après des interventions chirurgicales. Vous voyez qu'après les interventions chirurgicales, pour prévenir les infections, on donne des antibiotiques. Mais quand ces antibiotiques ne sont pas de bonne qualité, ça provoque des dégâts. Alors, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, que s'est passé. Où ça? En Inde. 8000 personnes sont décédées
au cours des 5 dernières années. C'est beaucoup, 8000 personnes. Ici, chez nous, il y a eu aussi un cas malheureux. C'est-à-dire, plus de 1000 patients ont été victimes de médicaments falsifiés ou mal étiquetés en République démocratique du Congo, dont la majorité sont des enfants. 11 personnes sont mortes. Maintenant, les conséquences. Nous avons dit que la première conséquence est individuelle. Dans les conséquences individuelles, nous avons des effets indésirables graves ou les effets secondaires. Il y a des gens qui prennent des produits et qui ne parviennent pas à supporter. Et quand ils ne supportent pas, ils ne parviendront même pas à terminer la cure. Or, l'efficacité des médicaments, il faut respecter la dose et terminer la cure. Parce que quand vous ne respectez pas les deux, ça ne produira pas l'effet qui est recommandé donc pour la guérison. Le produit, à cause de sa toxicité, nous avons parlé des problèmes de toxicité, et puis l'effet, l'échec thérapeutique, et puis ça suit la mort. Maintenant, conséquences collectives. Il y a le risque d'augmenter la résistance aux antibiotiques, par exemple. Vous voyez qu'on vous prescrit un antibiotique pour une maladie déterminée. Quand vous ne respectez pas la cure, à ce moment-là, les microbes font quoi? Les microbes s'adaptent donc à ce médicament-là. Je me souviens, à l'école secondaire, j'ai fait les études latines. On nous a dit que certains rois, ils s'habituaient par exemple à certains poisons. Ils prennent en petite quantité. Et alors, au moment où il a certains invités, où il veut s'en débarrasser, tous ils prennent les mêmes médicaments. Mais on constatera que lui n'aura pas d'effet, tandis que les autres vont succomber après cela. Donc, c'est question d'accoutumance. Donc, quand on prend une dose qui est insuffisante, les microbes finissent par s'adapter, s'habituer donc aux médicaments. Il y a le risque accru de transmission de maladies infectieuses. Vous voyez, quand on a les maladies infectieuses et on soigne les personnes qui ne sont pas bien soignées, à ce moment-là, ils ne seront pas guéris pendant la durée du traitement. Et ils vont continuer à contaminer les gens. La prophylaxie sera inactive. La prophylaxie, justement, c'est le traitement d'une façon préventive. Ça va être inactif puisque les médicaments sont contrefaits et de qualité inférieure. Conséquences sociales ou psychosociales. Il y a perte de confiance dans les médicaments et dans les professionnels de santé. S'il y a un dispensaire, par exemple, qui a l'habitude d'acheter les médicaments, acheter sur les rues, tout cela, qui coûte moins cher, et quand il soigne les gens, et que les gens ne sont pas guéris, ce dispensaire, il aura une mauvaise réputation. Vous voyez, c'est normal. Il y a perte de confiance dans le système de santé. Vous voyez? Il y a perte de confiance dans les autorités de la santé. Présentation des méfaits et ses conséquences. Conséquences économiques. Il y a perte financière pour les patients et les familles. Vous allez acheter un médicament, vous cherchez celui qui coûte moins cher, et ne vous guérit pas. À ce moment-là, vous serez obligé d'aller chercher encore un autre. Alors, ce qui fait que ce que vous avez dépensé pour le médicament là qui ne vous a pas guéri, en acheter un autre, vous allez dépenser plus, alors que vous croyez économiser. Il y a perte financière pour l'industrie pharmaceutique. Il y a perte d'activité économique pour le pays. Maintenant, nous allons écouter le deuxième orateur. Lui va nous parler de ce dont nous voulons écouter maintenant. Nous venons plutôt d'écouter. C'est le docteur Bosiki Billy Bernard.
Il est le secrétaire exécutif national de PNMLS. On m'a demandé de vous parler des rôles de communauté dans la lutte contre le sida. Étant donné que l'auditoire majoritairement de confessions religieuses, je mettrai plutôt l'accent plus... Je sais qu'il y a une variante, hein? Oui. Il y a une variante, mais je mettrai l'accent sur les confessions religieuses. Je reviendrai aussi sur les communautés, parce que vous avez toutes des rôles à jouer dans la riposte nationale au VIH. Les églises, vous avez la crédibilité des communautés, d'être crédible. Quand un pasteur parle, on l'écoute et on suit ce qu'il dit, même si on ne suit pas toujours, mais on suit quand même. Vous êtes aussi enracinés dans les communautés, ce qui fait que vous constituez une force de moteur de changement de comportement. On attend de vous de faciliter l'accès aux différents services, que ce soit des services de santé, de prévention et surtout de santé sexuelle. Avoir une sexualité responsable. Transmettez l'expérience-là à l'enfant, elle va éviter ça. Des rendez-vous à des endroits où elle peut être exposée. N'est-ce pas? Et vous avez beaucoup d'autres expériences de vos premiers pas. Transmettez ça à vos enfants ou à vos coqs. Vous devez défendre aussi les droits de l'homme. Ça, c'est écrit, c'est même recommandé. C'est à vous à défendre la population. Quelque temps après, vous voyez la maman commence à être déformée, surtout la partie du ventre. Il vous appartient, soit quand ils viennent vous rendre visite ou dans les groupes de mamans ou quoi, ah, ndekokuna komina zemi et tout ça, ok, maman, oso bandi sepen, osali test sida, oh, na salaka déjà avant le mariage, ndeke papa tambolaka, to ebite. Yo moko pe soko betaka mabaku, oyebite, kende kosala. Et tant moi na kobotama, si la maman est séropositive, elle était déjà mise sous ARV, les ARV existent. On mettra aussi l'enfant sous ARV pour la protéger. Et il faut vous rassurer parce que très souvent, surtout ma maman va comme na expérience. Ça boti mi sat, abi aza déjà professionnel. Ce qu'a pessi mo kongo na maternité libéla. Les mosso atana ba vaccin na bino ala azonga lisusu te. Je sais qu'on a parlé de la vaccination ici, hein. N'est-ce pas? Le premier orateur a évoqué la vaccination. Non. Ok. Il faut rentrer pour les consultations post-natales pour kuyeba mwana ceux qui azali réellement négatif ou positif VIH et aussi pour les vaccins et autres prises en charge. Maman lokola bakoma ba professionnel bakoma type professionnel de santé. Moi là ça la fièvre ce que nous sommes là paracétamol loin. On a quand même si fait ça malaria kaka.
abakisi sa malaria ye moko. Or, fièvre ezali nini? C'est tout simplement quelqu'un qui est en train d'appuyer sur la sonnerie. Sonnerie, on a qu'attendre que sonnerie, bien moto beta koko koko. Tant que autunité ou au fungoli porte te ou koyeba moto za libanda, koyeba te. Moto a koki koyeba sonnerie, le sens de cette sonnerie là, c'est celui que, parce que Dieu a donné plusieurs dons, la sagesse et l'intelligence aussi et tout ça. Oyo, qui a été formé en tant que professionnel de santé, médecin ou autre, il peut faire un bon diagnostic pour prendre en charge très tôt l'enfant et éviter les pires. Une fois, j'ai tapé une maman à l'hôpital. Enfin, la bête est quoi. Elle arrive vers à Mamaïmo vers 19h30 avec elle était métisse, bien habillée, bijoux et tout ça. Elle entre dans la salle. Je regarde l'enfant tout pâle. Cet enfant est très anémique. Je n'ai même pas attendu qu'elle puisse ouvrir Mbanga Naye. J'ai fait déjà des demandes de sang. On a prélevé Baké Rosomakila. Maman, papa Naye, c'était un étudiant irresponsable et tout ça. Mais toi, tu savais que c'était un étudiant qui n'a pas l'argent. Tu as des bijoux, tu ne peux pas vendre un seul bijou bien pagne pour soigner ton enfant. Comme on traînait, j'ai dû courir à la bac de sang, il n'avait pas l'argent. J'ai signé un bon, on m'a donné du sang. Je me suis battu la nuit pour sauver cet enfant. Et le matin, j'ai fait le tour de salle, son papa était là, donc le papa de la femme. La femme là était assise et elle ose me présenter chez son père. Elle dit, papa, ce qui docteur Oté, de Mwana Koufaki. Quoi? J'ai fait ça sur sa tête ici. Zobayamos. Et le papa dira que si moi je n'étais pas passé hier, pour dire que il faut amener les enfants, ne pas soigner les enfants seuls. Vous, la nuit, vous donnez des médicaments de secours pour calmer la fièvre. Le matin, il faut aller à l'hôpital. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager l'information sur les mpox. Moi, je m'appelle Étienne Oyi, je suis médecin, je travaille pour l'OMS, où je m'occupe actuellement du VIH et de l'hépatite, mais je coordonne aussi la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Et donc, quand le docteur Koski m'a demandé de pouvoir partager avec vous l'information sur les mpox, ça j'ai accepté à titre personnel de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Ma présentation se fera en 3 temps. Le premier temps, on va parler des généralités sur les mpox, où on devra d'abord dire c'est quoi les mpox, et ça se présente comment les mpox se transmet, et comment est-ce qu'on peut l'éviter et quel est le traitement. Deuxième temps, on va parler de l'épidémie des mpox en RDC, et après on va discuter un peu qu'est-ce qu'on peut faire nous, en tant qu'Église pour pouvoir lutter contre cette épidémie. Alors, c'est quoi le mpox? C'est une maladie d'origine animale, qui est une maladie virale, et se caractérise par une éruption de lésions de différentes formes au niveau du corps, à n'importe quel endroit. Alors, il y a génétiquement 2 souches, la souche du bassin du Congo et une souche de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, la souche de bassin du Congo semble un peu plus virulente que la couche de l'Afrique de l'Ouest. La transmission, ça se fait par contact direct ou par contact indirect. Contact direct, c'est de homme à homme ou de l'homme à l'animal. Et indirect, c'est à travers des objets que nous utilisons tous les jours, les poignets, les serviettes, etc. Et si ces objets-là sont souillés, donc nous pouvons Alors, quels sont les symptômes? Les signes, ça peut commencer par une éruption, un simple bouton sur le papier qui peut grossir, contenir de liquide, devenir puis s'écraser et former des croûtes. Comme ça peut être une éruption généralisée, ça peut se situer à n'importe quel endroit du corps. Voilà rapidement parcouru les informations que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Lui, il est le pharmacien de la COREP. Donc, à COREP provinciale, ce sont eux qui s'occupent justement pour l'autorisation d'ouverture des pharmacies et des établissements pharmaceutiques. Il peut donner des éclaircissements à ce sujet-là. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est pharmacien Mamadou Toumbo, je suis chef de division provinciale de la COREP. La COREP, c'est l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Comme le pharmacien Keng était en train de parler, il faut obligatoirement que les pharmacies soient autorisées par le ministère de la Santé. Donc pour l'implantation d'une pharmacie, il faut obtenir l'avis d'implantation. Et cet avis d'implantation est obtenu en écrivant à la division provinciale de la COREP ville de Kinshasa. Et c'est après des centres souterrains, on fait un PV, des visites de site, on voit que les conditions sont favorables, les conditions sont réunies, on délivre un avis favorable et vous allez avoir votre avis d'implantation qui vous autorise à aménager les lieux que vous avez prévus pour la pharmacie. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a des pharmacies qui sont implantées simplement à partir de l'autorisation d'ouverture de la commune. Et la COREP, l'autorité congolaise de réglementation, nous sommes là depuis 1 année et demie et nous sommes en train de lutter pour remettre de l'ordre dans les secteurs. Et nous avons déjà commencé depuis hier l'opération d'assainissement des pharmacies et nous sommes très contents d'être en face des communautés pour passer le message. Donc vous allez remarquer que à partir d'hier, quelques pharmacies de la zone de santé de Kitambo sont fermées et cela va continuer dans les autres zones de santé. Donc nous voulons que la population puisse appuyer cette action. Ces pharmacies sont fermées parce qu'ils n'ont pas réuni les conditions de fonctionnement, les conditions minimales de fonctionnement d'une pharmacie. Voilà ce que j'aimerais dire, que pour le moment, c'est vrai, c'est difficile, mais nous sommes en train de travailler pour que la population ne puisse avoir que les pharmacies autorisées par le ministère de la Santé, autorisées par la COREP. Voilà ce complément d'information. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. D'abord, la varicelle, c'est l'une des maladies qui revient dans le diagnostic différentiel de Mpox. Mais c'est comme je vous ai dit, ici vous avez une forme de lésion cette année peut partir de petits boutons dans les débuts jusqu'à des vésicules qui développent de grandes dimensions. Et les signes généraux sont parfois très importants. Et c'est possible d'en avoir à n'importe quelle partie du corps. Donc ça ne respecte rien. Signe est différent dans le genre de varicelle. Le micro, s'il vous plaît. Donc vous ne trouverez pas des lésions au niveau des paumes de main et des plantes de pied. Donc c'est déjà une différence. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire un test pour pouvoir confirmer que ça, c'est la meilleure. On a eu quelques cas, par exemple, dans la prison de Makala, il y a eu une alerte comme ça. Quand les gens sont partis, ils ont prélevé, même s'ils avaient l'impression que c'était la varicelle, ils ont fait des prélèvements. Ils ont emmené au laboratoire à l'INRB, et on a confirmé que c'était la varicelle plutôt que la variole.
La gravité ici, c'est d'abord dans la transmission. Donc c'est une maladie qui est très contagieuse et c'est une maladie surtout chez les enfants. Comme on a dit, ces enfants-là n'ont pas d'immunité à cette maladie-là. Et la plupart d'enfants dans nos milieux sont mal nourris. Un enfant qui est mal nourri ne se défend pas correctement. Et en plus de ça, il y a des associations avec certaines maladies comme la rougeole. Et donc, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Et donc, il faut écouter à ces moments-là de protéger les enfants, se protéger. Quand l'enfant a des lésions comme ça, il faut l'amener à l'hôpital. Parce que s'il est pris en charge correctement, comme le docteur aussi l'a dit, s'il est pris en charge correctement pour n'importe quelle maladie, il y a plus de chances de guérir l'enfant que de l'amener à un stade très avancé où les lésions sont envoyées et l'enfant est affaibli, on ne sait plus faire grand-chose. Gardez le micro, docteur Étienne, gardez le micro. Il faut éviter ça. Ok. Parce que les lésions là peuvent être source d'infection. Ah, ok. Donc, quand vous mettez toutes ces choses que vous mettez là, ce ne sont pas des choses qui sont stériles. Ça va infecter. Vous pouvez donner une infection qui va peut-être développer une septicémie, qui va être une maladie plus grave, qui va emporter la personne que si vous n'avez rien fait. Tout à fait. Donc, il faut suivre les conseils des médecins, il faut que appliquer des solutions qui sont prises. Merci beaucoup.